Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de actualités sur ta chaîne car le Bénin, à l'instar de certains pays africains, est le théâtre d'attaques terroristes depuis quelques mois. Pas plus tard que dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mai 2022, une autre attaque a été perpétrée à Porga, au nord-ouest du pays. Mais, fort heureusement, ces groupes armés ont été tenus en échec par les soldats béninois qui ont vaillamment riposté. Pas de blessés ni de morts dans leur rang, du moins, jusqu'aux dernières nouvelles. Cette riposte montre que nos soldats peuvent mieux faire s'ils sont bien formés et équipés de matériel adéquat. Comme on le dit souvent, une mission, des hommes et surtout les moyens. Cela suppose que l'armée béninoise a la capacité d'anticiper sur des attaques et surtout tenir en échec les djihadistes si elle était mieux lotie. C'est vrai que ces femmes et hommes en uniforme n'ont pas le choix que de garantir l'intégrité territoriale et la sécurité des personnes et des biens, mais il faudrait qu'ils soient vraiment armés. D'ailleurs, à ce sujet, l'État béninois face à cette situation et quoique limité par les moyens, ne reste pas les bras croisés. Comme le dit l'adage, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. D'où, il urge aux gouvernants de créer les bonnes conditions de vie et de travail à nos vaillants soldats. Dans les pays où les soldats font des merveilles face à ces djihadistes, ce n'est de la magie. Ils sont tout simplement outillés pour maîtriser au mieux la situation. Ainsi, ces pays mettent en œuvre diverses formes de coopération militaire destinées à renforcer la capacité d'intervention de leurs armées face au terrorisme. Bien vrai que le Bénin n'est pas à la traîne dans ce domaine. En somme, l'État peut aller encore plus loin, car la lutte contre le terrorisme implique non seulement plusieurs acteurs mais aussi, c'est une veille de tous les instants pour la survie et la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Or le divorce entre le Mali et la France est entièrement consommé depuis le 2 mai dernier où le ministre malien des Affaires étrangères a notifié au chargé d'affaires de l'ambassade de France à Bamako, la décision des autorités maliennes de dénoncer les accords de défense avec l'ancienne puissance coloniale. La nouvelle, il faut le dire, n'a véritablement rien de surprenant, tant il y a longtemps que les deux alliés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel ne parlaient plus le même langage. Le dernier épisode de ces tumultueuses relations entre les deux ex-époux est l'affaire du charnier de Gossi filmé au lendemain du départ des troupes françaises et que l'armée française dénonce, image à l'appui, comme une mise en scène destinée à la propagande russe. Ce démenti est resté comme un os en travers de la gorge des autorités maliennes qui, accusant leur ancien partenaire de multiples violations de l'espace aérien malien et d'atteintes flagrantes à la souveraineté du pays. Cependant les Russes se servent du Mali pour la défense de leurs intérêts, tout en reconnaissant aux autorités maliennes le droit de se défaire d'un partenariat qui, à leurs yeux, ne répond plus aux attentes surtout sécuritaires des populations. L'on ne peut cependant que nourrir des regrets dans cette affaire qui apparaît comme un pic dans l'escalade des tensions entre Bamako et Paris. En effet, le premier regret que l'on peut avoir, et que le divorce entre la France et le Mali est prononcé sur un tissu de mensonges où la mauvaise foi de la part des autorités maliennes et de leurs alliés russes est manifeste. Certes, il y a bien des choses à reprocher à l'ancienne puissance coloniale dans l'épineux dossier malien, mais il est difficile de ne pas lire de l'ingratitude dans l'attitude des autorités maliennes qui tentent de couvrir d'opprobre un ancien allié à qui l'on doit l'existence même du pays. En effet, n'eût été l'intervention de la France de François Hollande à travers l'opération Serval en 2012, face aux groupes djihadistes qui fonçaient sur la capitale Bamako, le Mali serait, sans nul doute, aujourd'hui, un califat. L'autre regret que l'on peut avoir dans cette affaire est que le Mali se laisse manipuler par les intérêts russes. Point n'est besoin d'avoir le troisième œil du sorcier Bambara ou du marabout Peul pour savoir que les Russes, tout comme les Français d'ailleurs, se servent du Mali pour la défense de leurs intérêts. L'intérêt des Russes aujourd'hui pour le Mali, il faut le dire, n'est pas dicté par la beauté des yeux ou la croupe arrondie de la femme malienne, mais par leurs intérêts économiques et géostratégiques. À titre d'exemple, le pays d'Assimi Goïta est devenu un gros marché d'armes pour l'un des plus grands marchands d'armes de la planète. Le pari est risqué. La guerre au Mali est donc une industrie pour la Russie et donc un moyen pour desserrer l'étau des sanctions économiques que lui imposent les puissances occidentales. Mais l'on peut comprendre que la junte au pouvoir à Bamako ferme les yeux sur cette exploitation que font les Russes de leur pays. L'accointance avec les mercenaires du groupe Wagner est une monnaie politique qui permet d'approvisionner en comburant le doux feu du sentiment anti-français qui sert quasiment de programme politique à Assimi Goïta et ses compagnons d'armes arrivés un soir d'août de la garnison de Kati.
L'on peut donc se risquer à affirmer que le Mali est une victime consentante des intérêts russes. Mais la question que l'on peut se poser est la suivante, le Mali fait-il le bon choix en suivant, les yeux bandés, les chasseurs de primes russes? En attendant que l'histoire apporte la réponse à cette question, l'on peut dire que le pari est risqué. Car, le Mali si jaloux de sa souveraineté, ne gagne rien à quitter l'aile d'un impérialiste pour se réfugier sous les ailes d'un autre qui, d'ailleurs, mène en ce moment une guerre d'occupation en Ukraine.